Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Pellerin, je travaille comme journaliste au sport à Radio-Canada. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon humble demeure, dans cette journée un peu pluvieuse, du moins ici au Québec, à Montréal. On va se parler aujourd'hui, on revient en fait sur le 10e épisode de la série documentaire Souvenirs olympiques qu'on vous présente depuis 10 semaines donc déjà, dans laquelle on vous fait revivre des grands moments olympiques. Et le week-end dernier, samedi dernier, on s'attaquait à Michael Phelps, ce nageur hors norme que tout le monde connaît, qui à Pékin, aux Jeux de Pékin en 2008, a réalisé l'exploit de remporter 8 médailles d'or. Ça n'avait jamais été fait dans le passé. Maintenant, lorsqu'on parle de natation, c'est la référence maintenant, Michael Phelps. C'est pour en discuter, pour revivre ces moments. Qui de mieux que René Pottier et Jean-Marie Deconinck qui nous ont fait vivre de grandes émotions là-bas. René Pottier qui était descripteur, Jean-Marie qui était analyste. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. C'est un plaisir de vous avoir. J'espère que est-ce que vous avez eu la chance de voir l'épisode samedi dernier? Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Je l'ai même visionné 2 fois. Aussi. Mais justement, quel souvenir vous gardez de Pékin, de cette expérience en 2008 et surtout du record de Michael Phelps, ces 8 médailles d'or remportées? C'était annoncé. Michael Phelps était là pour battre le record de Spitz. Et, comment dire, lorsque les Jeux commencent, on sait évidemment jamais tout à fait ce qui peut se produire. Sauf que Phelps avait tellement bien fait en 2004 déjà. C'était pas, que du vœu pieux. On se disait, Phelps a une chance véritable d'établir la marque de 8 médailles d'or. Donc, il y avait, à chaque entrée de Phelps dans la piscine, il y avait, presque une tension qui s'installait. D'abord, il était suivi, inutile de vous dire, partout. Dès son arrivée, que ce soit en échauffement, que ce soit avant ou après les courses. Donc, on était gentil pour les autres, là. On était presque là, d'abord et avant tout, pour surveiller de très très près l'exploit qui s'est réalisé. Mm-hmm. Puis en fait, le défi était énorme, là. Comme René le dit, tout le monde voulait qu'il batte le record de Spitz, mais en quelque part, la pression sur lui était un petit peu moins forte qu'à Athènes en 2004, parce que à Athènes en 2004, il y avait beaucoup de pression, en particulier de son gros commanditaire Speedo, qui lui avait promis 1 million de dollars si il battait la performance, l'exploit de Mark Spitz. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Il a très bien réussi parce qu'il a eu 6 médailles d'or, mais il a eu 6 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Donc, en quelque part, c'était un échec par rapport aux attentes qu'on avait sur lui. De sorte que quand il est arrivé aux Jeux olympiques de Beijing, il y avait un petit peu moins de pression sur lui. Il n'y avait rien à perdre parce qu'il n'avait pas réussi la dernière fois. Donc, en quelque part, les attentes étaient moins grandes, mais pour nous, les attentes étaient énormes parce qu'on sentait que ça allait venir, on sentait qu'il allait réaliser cet exploit-là. Mais on savait aussi qu'il y avait beaucoup d'embûches à venir, que l'affaire n'était pas dans le sac, là, entre autres à cause du relais 4 fois 100 libre et des autres épreuves pour lesquelles on annonçait des courses assez serrées, entre autres dans le 100 mètres papillon. Donc, s'il y avait tout un suspense qui a perduré pendant tous les jeux, à part d'avoir toutes sortes de belles épreuves de natation, là, il y avait ce fil continu-là pendant toutes les 8 jours de compétition, à savoir, est-ce que Phelps va réaliser finalement battre l'exploit, faire mieux que l'exploit de Mark Spitz en 1972? Pour les gens à la maison, justement, cet exploit, c'est Mark Spitz, un Américain, un Californien, qui débarque à Munich en 72 et qui remporte 7 médailles d'or. Ça n'avait jamais été fait. Donc, nouveau record qui a été fait dans la piscine. Et donc, Michael Phelps, c'est 8 médailles, donc a battu le record de Mark Spitz. Je sais, Jean-Marie, que vous êtes mathématicien, vous aimez les chiffres. Donc, ce sera la partie chiffres. Je ne suis pas un mathématicien, mais je suis capable de faire 3 fois 6, donc je pense que quand même, je me qualifie. Simplement, donc, pour donner une idée aux gens. Donc, Michael Phelps
Phelps avait 23 ans lorsqu'il débarque à Pékin. C'est déjà ses 3e Jeux olympiques. Il était à Sydney en 2000, une 5e place à Sydney qui était resté un peu à travers de la gorge, on le voit d'ailleurs dans le reportage Souvenirs olympiques, et qui a utilisé comme motivation, Jean-Marie, tu le disais, là, pour aller remporter les 8 médailles, les 6 d'or et les 2 de bronze aux Jeux suivants. Et donc, il avait remporté déjà 7 médailles d'or aux mondiaux en 2007. Donc, quand vous dites qu'il était annoncé pour les Jeux de Pékin, déjà, il avait réalisé un exploit déjà aux mondiaux l'année d'avant. Donc, c'était déjà exceptionnel. Je vais d'ailleurs donner le départ de sa 2e course parce qu'il a remporté la première assez facilement. Sa première course des Jeux de Pékin, c'était le 400 mètres 4 nages qu'il a remporté par à peu près 5 mètres d'écart avec ses plus proches poursuivants. On se demandait est-ce qu'il va y avoir une compétition durant ces Jeux. On va regarder, je vous laisse donc donner le départ. On va aller regarder donc, le départ que vous donnez de cette 2e course qui est un relais, le 4 fois 100 mètres libre. 3 relais quand même dans ces 8 courses-là que Phelps devait avoir. 3 relais qui ont été vraiment très importants. On va aller voir tout d'abord le début de ce 4 fois 100 mètres libre et on se parle pendant la course. Les 2 records du monde à surveiller, c'est au 100 mètres 47,50, c'est détenu par Alain Bernard. Phelps part premier, sait-on jamais. Ce serait tout un exploit de peser le record du monde dans le 100 mètres libre. Et le 400 mètres, le 4 x 100, c'est 3,12,23, établi par les Américains, justement, hier, lors des épreuves de qualification. Et c'est parti! On voit tout de suite Phelps. Donc, c'est Michael Phelps qui prenait le départ de ce 4 fois 100 mètres libre. Messieurs, c'était effectivement une course pivot parce que le rêve de Michael Phelps de 8 médailles d'or aurait pu prendre fin à sa 2e finale. Oui, absolument. effectivement. Vas-y, René. C'est que, d'abord, là, on voit, là, au premier virage, les Australiens étaient là. Nous, on se souvenait, Jean-Marie et moi, de la défaite des Américains en 2000 à Sydney. C'était, en passant, la première fois, si ma mémoire me sert bien, la première fois de l'histoire que les Américains étaient battus au relais 4 fois 100 mètres. Michael Klim avait établi la marque mondiale comme premier relayeur de l'équipe australienne. Mais surtout, on savait que quand viendrait le dernier relais, les Français pouvaient compter sur le détenteur du record du monde. Alors, c'était pas joué là, pour les Américains. Ouais. En fait, même comme tu dis, René, sur papier, il démarrait cette course-là 3e parce que on savait que les Australiens étaient extrêmement forts et les Français étaient une formation imbattable. Alors, il aurait dû normalement terminer 3e. Donc, les attentes n'étaient pas du côté de l'équipe américaine. Puis, déjà, on se disait que Phelps n'aurait pas cette 2e médaille d'or. Mais d'ailleurs, Eamon Sullivan, sauf erreur, qui a été le premier relayeur des Australiens, a fait le record du monde du 100 mètres dans cette course-là. Donc, Alain Bernard qui a perdu en l'instant d'une fraction de seconde son record du monde. Et on le voit d'ailleurs, le 3e relayeur qui est présent dans la piscine pour les Américains, Colin Jones, perd un peu de distance par rapport aux Français qui, eux, en prennent davantage. Et je vais vous laisser décrire la fin de la course parce que les émotions étaient à leur comble. Et Jean-Marie, d'ailleurs, vous annonciez presque une victoire de la France. Et je laisse aux gens là, écouter la fin de cette course. Les Français, à moins d'une défaillance totale ou d'une disqualification. France et États-Unis se livrent toute une guerre en ce moment. Lézac en aura plein les bras face à Bernard qui vient de plonger, suivi de Lézac immédiatement. L'écart était de 38 centièmes de seconde en faveur du détenteur du record, qui était détenteur du record du monde, Bernard. Alors, est-ce que le rêve de 8 médailles d'or de Michael Phelps prendra fin ce matin? C'est pas possible. Regardez l'écart qui les sépare de la marque mondiale. Bernard est premier avec 50 mètres, suivi de Jason Lézac. L'Australien 8 dixièmes de seconde les sépare, mais Lézac est très fort dans le 2e Lézac séquence. est remarquable en ce moment. Il a gagné du terrain, mais est-ce que ce sera suffisant pour rattraper Bernard à 15 mètres de l'arrivée? Il n'y a pas 1 mètre qui les sépare. À 5 mètres maintenant, qui sera le premier au mur? Les Américains l'emportent par 8 centièmes de seconde. Brise le record du monde par presque 4 secondes. Incroyable remontée de Lézac et regardez Michael Phelps. Ah, voilà. Incroyable
Jason Lézak. Il savait que c'était un moment Messieurs, crucial dans c'est exceptionnel, là. On entend la foule d'ailleurs. Parlez-moi du cube d'eau parce que là, c'est survolté là-bas ce qui se passait. Les gens, oui, voulaient les 8 médailles de Michael Phelps, mais c'était électrique, là, véritablement, dans les estrades, là. Jason Lézak. Moi, j'apprécie encore la réaction de Phelps. Il savait à ce moment. Non, mais il savait là, à ce moment-là que les 8 médailles, ça devenait de. Pas, c'était pas fait, mais c'était Ouais. franchement possible, car là, on venait de gravir probablement la première montagne. Pour revenir sur le cube d'eau, on doit rappeler qu'en Chine, les finales, pardon, étaient disputées le matin. Ouais. Sauf que les gens étaient tellement nombreux, hein, c'est un lieu commun là, de dire qu'ils sont nombreux en Chine. Mais non, mais c'est que les gradins étaient remplis et il y Ouais. avait une ambiance extraordinaire car on n'était pas les seuls là, à souhaiter que Michael Phelps enfin batte le record de Spitz. Mhm. Non, quelle course en vente. Et d'ailleurs, ce 4 fois 100 mètres relais style libre, on l'a dit tantôt, ils ont battu le record du monde par 4 secondes. Et ce record Mhm. du monde tient encore aujourd'hui. Alors, c'est dire que c'était une performance exceptionnelle et une fin de course époustouflante. Et que dire de Léjac, l'Américain, qui a eu le génie dans les derniers mètres de se rapprocher de Alain Bernard, de se rapprocher du câble. Parce qu'il a vu qu'Alain Bernard se rapprochait de son câble. Et donc, Lézak s'est rapproché et a pratiquement surfé sur la vague d'Alain Bernard pendant les 5 derniers mètres. Et OK. il a remporté la médaille d'or comme ça en jouant de stratégie. Et ça, c'est Ouais. remarquable. Jean-Marie, je Et vous t'entends me parler du permettez une record. petite anecdote? Ouais, allez-y, René, Vous me allez-y. permettez une anecdote? Notre collègue Robert Frozy, dans les gradins, était tout près des descripteurs français qui manifestaient leur grande joie lorsqu'on voit Bernard à 25 mètres de l'arrivée qui est devant puis qui posait la question suivante: c'est qui les maîtres de la piscine? Bon, ils étaient français jusqu'à ce que. Et là, j'ai revu cette course plus d'une fois. On Ouais. voit pas très bien. Mais Bernard, à un peu plus de 5 mètres de l'arrivée, va jeter un petit coup d'œil du Ouais. côté de Lézac en voulant lui dire Mhm. tu t'en viens. Il s'en venait en effet et il l'a battu par 8 centièmes. D'ailleurs, Ouais. les collègues français ont reproché à Bernard cette attitude, disant que ça leur a coûté la médaille d'or. Oui, mais Ouais. effectivement, mais il ne faut rien enlever aussi à Jason Lézak, qui a été exceptionnel, il faut le dire, l'a rattrapé tout ce Fantastique. temps sur les Français. Et d'ailleurs, René, d'en a glissé un mot, Jean-Marie aussi. Le relais, Jean-Marie t'a parlé du million de dollars, sauf erreur, qui avait été promis à Phelps par son commanditaire Speedo 4 ans plus tôt, qui était encore à l'enjeu d'ailleurs, faut Ouais. le dire, à Pékin. Euh, pour vous, est-ce que effectivement les 8 médailles d'or, dans votre tête à vous, est-ce que c'était réglé, est-ce que c'était plié, c'était fait pour Phelps? C'est sûr qu'il allait remporter les 8 médailles à ce moment précis-là? Ben, il n'y a personne qui est à l'abri d'une petite défaillance. Hein? Mhm. Il restait quand même des épreuves individuelles à venir. Je dirais qu'au niveau des relais, pour moi, c'était joué. OK. Les Américains, sur toutes les autres distances au relais, étaient, je pense, imbattables. Ouais. C'est le souvenir que j'en ai du moins. Mais restait quand même les finales de papillons. Mm. C'était pas dans la poche. Oui, et il faut le dire aussi, oui, les relais, les 2 autres relais étaient pratiquement dans le sac, là, comme tu dis, René, mais on n'est jamais à l'abri d'une disqualification, hein, d'une erreur d'un coéquipier. Autrement dit, les 8 médailles d'or, là, ils dépendaient pas juste de Phelps, ils dépendaient de Mhm. toute l'équipe, là, de la Mhm. cohésion du reste de l'équipe. Puis Phelps avait un très bon esprit d'équipe, ça c'est reconnu, là, il perdait du temps, entre guillemets, à encourager beaucoup ses coéquipiers, mais il y avait un retour de ça, c'est que les coéquipiers l'encourageaient aussi fortement. Donc, Mhm. les 8 médailles d'or, finalement, il les a bien méritées.
non seulement à cause des épreuves individuelles, les 5 épreuves individuelles, mais aussi à cause des 3 épreuves de relais qui dépendaient beaucoup de ses coéquipiers. Ouais. Et j'écoute René décrire la course, crier autant. Comment ça se passe pour vous? Je suis curieux parce que j'ai jamais eu la chance de m'asseoir à côté de vous puis de vous regarder travailler pendant des courses comme ça ou durant des Jeux olympiques. Vous travaillez comment? C'est quoi la dynamique? Est-ce que vous êtes debout quand c'est enlevant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser René Non, on commencer puis je travaille assis. compléterai. Oui, on Non, travaille on assis, travaille c'est vrai. assis. On garde notre sang-froid, malgré tout. Vous savez, non, mais c'est que les gens entendent ici un montage. Mhm. Bon. Euh, si ma mémoire me sert bien, il y avait 21 vagues du 100 mètres style libre. Alors, Ouais. non, on ne décrit pas les 21 vagues avec le même enthousiasme. Commençons avec ça. Un. Ouais. Deuxièmement, Jean-Marie et moi, au fil des ans, on a développé là, une très, très belle complicité. On sait exactement, je sens à quel moment Jean-Marie veut et doit intervenir et il me laisse décrire particulièrement les fins de course. Mais dans la vie de tous les jours, je pense, écoutez, je vais vous raconter une anecdote. En 1993, tout le monde se souvient de la victoire du Canadien de Montréal en Coupe Stanley. On se souvient tous du contexte des matchs disputés en prolongation et des buts tous gagnants, sauf lors du premier match en prolongation face aux Nordiques de Québec. Ensuite, le Canadien a gagné toutes les autres rencontres en prolongation. Et je décrivais à ce moment-là les matchs du Canadien à la radio de Radio-Canada. Un collègue, regretté collègue, Jacques Bertrand, animait une émission Bonsoir l'ambiance à la radio. Après la victoire, la conquête du Canadien en Coupe Stanley, l'automne suivant, à Bonsoir l'ambiance, ils ont présenté un montage de mes descriptions de buts gagnants du Canadien. Ça va? Pendant 3 minutes à peu près, vous m'entendez hurler et saluer. Et Jacques Bertrand, il est allé du commentaire suivant. Il a dit, vous savez, je l'ai rencontré dans le couloir la semaine dernière. Il est bien normal. Alors, je voudrais pas que les gens pensent que Jean-Marie et moi, lorsqu'on se prépare et qu'on se parle, on se parle avec autant d'intensité. Absolument pas. Non, j'imagine. Je dirais qu'on est bien normal. Ouais. Cela dit, pour travailler en compagnie de Jean-Marie, d'abord, c'est une facilité déconcertante. Ouais. Et on tente tout simplement, je pense, de jouer chacun notre rôle. Et j'ajouterais que René a le tour, justement, parce qu'il raconte les fins de course, c'est lui qui les décrit, là, c'est pas moi à dire qui mène, qui remonte, etc. Mais il a le tour d'accompagner les nageurs jusqu'à la ligne d'arrivée et de transporter les spectateurs avec lui. Je pense que quand on écoute ces fins de course, on veut pas manquer une fraction de seconde parce qu'on est complètement transporté nous-mêmes comme spectateurs jusqu'à la ligne d'arrivée et moi comme analyste. Et moi, ça me permet aussitôt que la plaque, que le gagnant a touché la plaque électronique et que les autres ont suivi dans les fractions de secondes qui suivent, ça me permet de commenter, d'apporter un commentaire pertinent sur certains aspects techniques, là. Alors, tout ça pour dire qu'on se complète bien les uns les autres. Ouais. Parce que vous savez de toute façon que ces images-là vont repasser maintes et maintes fois, pardon, et que vous allez passer à l'histoire un peu comme Michael Phelps, c'est un peu comme les courses, le 4x100 mètres canadien qui est allé remporter l'or à Atlanta, Claude Kenville, c'est dans l'esprit, c'est dans la culture générale, là, tout le monde se souvient de cette description. Est-ce que vous savez à ce moment-là que vous êtes en train un peu de participer à l'histoire? J'imagine que oui, on ne décrit pas de la même manière. Bien entendu. Ouais. C'est un contexte.
C'est un contexte On sait que ça particulier. va être rejoué. Ouais. Ouais. Ben, Ouais, on c'est continue qu'ils parce que. reprennent rarement les courses pour nous. C'est ça. Ouais, effectivement, effectivement. Ben, il y a eu d'autres courses par la suite, après ce 4 fois 100 mètres libre, des courses qui ont été remportées assez facilement. Il faut le dire, il y avait 8 finales en 9 jours pour Michael Phelps aux Jeux de Pékin. J'aimerais vous amener au 100 mètres papillon. C'est sa 7e course. Là, à ce moment-là, il a 6 médailles d'or en poche. Tout va très bien. Et il y a le 100 mètres papillon et un certain Serbe Milorad Kavic qui se présente et qui se pointe là, sur le parcours de Michael Phelps et qui a donné encore une fois, je dirais, parmi toutes les courses d'anthologie de Michael Phelps, je dirais celle-là est quand même assez particulière. Messieurs, je vous invite à regarder le 100 mètres papillon du côté de Pékin en 2008. Michael Phelps en quête d'une 7e médaille d'or. Pourquoi pas un 7e record du monde? Eh oui. Et c'est parti! Alors Phelps, je serais surpris qu'il soit premier au 50. S'il est premier au 50, c'est sûr que c'est terminé. complété, c'est terminé. Tout à fait. Alors, il ne sera pas premier aux 50 mètres. Il doit regarder à sa droite du côté de Kavic qui va très, très bien. Et regarder à sa gauche aussi du côté de Crocker qui va, s'il y a de quoi, encore mieux. Alors, après 50 mètres, au premier rang, on retrouve Kavic. Crocker est deuxième. Phelps était 7e au virage. 7e Michael Phelps au virage. Alors... Sera-t-il privé de son rêve de rejoindre le grand Michael Spitz? On est à 25 mètres de l'arrivée. Phelps accélère. Phelps a maintenant dépassé Crocker. Il est presque à égalité avec Kavic. Oh! Il reste plus que 5 mètres. Phelps va-t-il l'emporter? Oh! Non! Non! Oui! Oh, c'est incroyable! Un centième de seconde. Incroyable! Oh! Faut revoir ça au ralenti. Incroyable! Par 1/100 de seconde! Kavic est nettement devant Phelps, mais Phelps... À 2 mètres de l'arrivée, Kavic gagne! Faut voir le dernier coup de bras de Phelps. On va revoir ça au ralenti, c'est incroyable. Regardez. Regardez. Kavic est rendu! Il est rendu! Il ne touche pas! Et Phelps donne un autre coup de bras pendant... Et c'est incroyable! Regardez, c'est quoi 1/100 de seconde? C'est comme si Kavic n'avait pas poussé sur la plaque électronique. Et de 7 pour Michael Phelps. Kavic est à court de quelques centimètres seulement. Confirmation du résultat. Victoire de Michael Phelps. Sa 7e médaille d'or à ces Jeux olympiques. En 50-58. Par 1/100 de seconde, Phelps l'emporte. On vous revient après une courte pause. J'ai encore des frissons à regarder ces images-là. C'était la course la plus enlevante. Oui, 1/100 de seconde. Jean-Marie, peut-être expliquer parce que le Serbe, justement, Milorad Kavic, qui touche deuxième, et la Fédération serbe ont mal digéré d'ailleurs ce petit centième. Hein? Oui, ils ont soulevé un protest parce qu'eux, ils demandaient que la médaille d'or revienne aux 2 athlètes, alors donc sur un pied d'égalité. Et ça a été refusé. Et je me souviens encore du commentaire de Popov, Alexander Popov, le fameux nageur russe de 100 mètres style libre, qui était à ce moment-là, qui ne nageait plus, là, qui était sur le comité pour étudier le protest, pour analyser le protest et rendre un jugement. Il y avait plusieurs journalistes qui étaient à la porte, qui attendaient voir la décision. Et quand il est sorti, il s'est adressé aux journalistes en anglais. Il a dit, écoutez, le règlement dit que c'est pas celui qui touche la plaque électronique en premier qui gagne, c'est celui qui déclenche la plaque électronique. Autrement dit, Kavic a frôlé la plaque électronique, comme on le voit, là, il semble vraiment premier, mais il ne pousse pas assez fort sur la plaque, alors que Phelps arrive lors d'un recouvrement de bras et frappe la plaque électronique avec beaucoup de force et arrête le chrono. Et il a arrêté le chrono 1/100 de seconde avant Kavic. Et ça montre toute l'expérience. Pourquoi? Et ça montre toute l'expérience de Phelps dans tout ça. C'est un rusé quand même. Là. Oui, c'est ça. En quelque part, Kavic, c'était un rookie. Il n'était pas à sa première course, évidemment, mais Phelps avait plusieurs courses de 100 mètres papillon derrière lui. Et il savait comment donner le dernier coup de bras, qui est souvent celui qui est fatal. Et là, à ce moment-là...
Allez-y, René. Jean-Marie pourrait là, calculer assez rapidement, j'en suis convaincu. Non, mais regardez, c'est 100 mètres en 50 Mm. secondes 58. Ouais, Lorsque vous gagnez par 1 centième de seconde, ouais, Jean-Marie pourrait vous dire en distance que ça représente, je ouais. crois qu'on est au niveau des millimètres. Bon, Ouais, exactement. Ça, on est au niveau des millimètres. Ils nagent à 2 mètres par seconde là, quand ils font à toute fin de pratique presque 2 mètres par seconde. Alors, c'est incroyable. C'est une vitesse incroyable et donc effectivement la distance, son gain a été de quelques millimètres. Là. et moi, jamais j'oublierai l'effort de Michael Phelps, ce genre d'énergie, là. Je le vois encore, là, à chaque traction de bras, là, c'était tellement puissant qu'on voyait au niveau des fessiers le maillot ressortir de l'eau. Mhm. C'était, écoutez, il est septième au virage. Et le temps de le dire, déjà, là, à 25 mètres, il vient tout juste de dépasser Crocker, son compatriote. Mais réussir à rattraper, vous savez, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'un centième de seconde, parce que ça s'explique pas aussi facilement. Euh, c'est pas la première fois. Je regrette pour ceux et celles qui sont habitués de nous entendre présenter des reportages de natation. Mais Mhm. vous trouvez là n'importe quel appareil, un vieux chronomètre, vous pouvez trouver sur je ne sais combien d'applications sur vos ordi, téléphones portables et tout, que vous pouvez actionner puis arrêter le plus rapidement possible. Mm. On déclenche, on arrête le plus rapidement possible. La plupart des gens, le temps de réaction, les franchement rapide, c'est à peu près 2 dixièmes de seconde. Mm. Alors, là, vous allez expérimenter 2 dixièmes de seconde. Sachez que 1 centième, si je ne fais pas erreur, Jean-Marie, c'est 20 fois plus. Ouais, c'est que ça. Écoutez, il faut, je pense, pour ceux et celles qui seraient intéressés, vivre l'expérience d'1 centième de seconde, là. Tentez cette expérience et vous verrez jusqu'à quel point c'est presque, c'est contre-intuitif que de comprendre 1 centième de seconde. Bon, ben René, je viens de Et il faire le faut... test. Je viens de faire le test, c'est 14 centièmes. 14 centièmes sur Ah mon oui, t'es téléphone, ça rapide. vous dit à quel point C'est on 14 est fois loin Et du plus. compte. revenir sur chrono Oui. électronique, la plaque électronique peut décider est précise jusqu'au 10 millième de seconde. Alors, mais va déclarer l'égalité en cas d'une égalité au centième de seconde. Alors, théoriquement, Mhm. des fois, on voit ça arrive, des égalités là, pour la première place ou la deuxième Ben, vous place. l'avez décrit à Ben, Rio en fait, ensemble avec Penny Oleksiak, la ouais, Oui, Canadienne, qui a partagé la médaille c'est d'or ça, avec Simone c'est ça. Emmanuel. Ouais. Simone Manuel, oui, c'est ça, au 100 mètres Oui, style c'est libre. ça. Oui, l'américaine. Mais en réalité, il y en a un ou une qui a été plus vite que l'autre parce que le chrono électronique décide au 10 millième de seconde, mais Mhm. on dit qu'on arrondit au centième. Donc, pour qu'il y ait victoire, il faut vraiment qu'il y ait au moins un centième de seconde de différence et ça a été le cas là, dans la course Kavitz-Phelps. L'exploit de Michael Phelps aux Jeux de Pékin, ça se classe où dans votre palmarès de trucs que vous avez décrits ou de compétitions auxquelles vous avez assisté, ça se classe où? Ouais, pour moi, c'est la plus belle performance de tous les temps aux Jeux olympiques. Je vais me limiter à la natation. Il y en a qui vont comparer avec les autres Mhm. sports, mais disons, en natation, c'est certainement la performance la plus extraordinaire parce que c'est pas juste dans une épreuve, là. Il y a eu des records du monde phénoménaux dans différentes courses, là, dans Mhm. différents jeux, mais d'en avoir 8 avec des courses très serrées, comme le 4x100 et le 100 mètres papillon. Si ça avait été 8 courses relativement faciles, entre guillemets, là, comme celle du 400 mètres 4 nages, je lui ai remporté par Mhm. plusieurs secondes là, la première place, ben là, ça aurait été moins intéressant. Mais le fait qu'il y ait eu des courses très, très serrées là-dedans, ça a ajouté du piquant et c'est tout à son honneur, Phelps, surtout que, bon, il a connu quelques échecs avant et après, ça le rend davantage humain, et quelque Mhm. part dans notre mémoire, ça le rend encore plus sympathique.
Alors, mais le sommet, disons, de sa carrière, c'est nettement ces Jeux de Pékin où il a remporté 8 médailles d'or avec brio et avec un Ren- esprit d'équipe extraordinaire. René, je suis curieux. Est-ce que Ben, c'est que moi, ça se j'ai place décrit une où? Coupe Stanley. J'ai décrit Ouais. une Coupe Stanley, mais le Canadien avait gagné des Coupes Stanley avant. Oui. J'ai décrit un match parfait au baseball. Des matchs parfaits au baseball, il y en avait eu avant. Mhm. 8 médailles d'or, il n'y en avait pas eu avant, puis il n'y en a pas eu depuis. Il Hmm. faut que ce soit probablement le haut fait de ma carrière de descripteur. Mhm. Eh bien, je vous offre les derniers moments de cette dernière course, de cette huitième et ultime médaille d'or qui lui a conféré donc ce record. On regarde les dernières secondes de ce 4 fois 100 mètres, 4 nages, qui était la dernière course, la dernière finale de Michael Phelps aux Jeux de Pékin, et on se reparle juste après. L'Australien et le Japonais à 5 mètres de l'arrivée maintenant. Phelps est en deçà de la marque mondiale. Il va donner le relais à Lesak qui vient tout juste de partir, mais la priorité sur Eamon Sullivan n'est pas très importante. Et quel travail aussi du Japonais Sato qui doit maintenir le rythme imposé par ses 3 coéquipiers. Phelps a fait le 100 mètres papillon en 50,15. Très Au rapide. virage, au premier rang, ce sera les actes, mais Sullivan revient très Oh! fort. Oh, que ce sera chaudement disputé pour cette médaille d'or. Oh, que Sullivan revient très rapidement sur les actes. 25 mètres à faire. Lesak est toujours premier devant Sullivan. 15 mètres séparent maintenant les États-Unis, mais Michael Phelps d'une 8e médaille d'or, c'est confirmé. Record du monde. On vient de retrancher 1 seconde 34 à la marque mondiale et cocher 8 pour Michael Phelps. Quel extraordinaire Lesak à nouveau. Les États-Unis l'emportent avec une marque mondiale. Alors, 7 marques mondiales pour Michael Phelps. Et là, on vient de recevoir un message du livre des records. Jean-Marie, ça va comme suit. Au revoir, M. Spitz. En effet. Quel commentaire savoureux, René. Faut le dire. Et d'ailleurs, après autant de journées, après 9 jours, René, comment est-ce que la voix a pu tenir comme ça? C'est une énigme. Pour moi, c'est... Cette voix-là, je l'ai perdue, tout le monde va s'en souvenir, tout le monde m'en parle en 2014, lors des compétitions de patinage artistique. Oui. Mais ma voix, elle est à l'épreuve des balles. C'est tout ce que je peux en dire. Et à l'épreuve des records par le fait même. Oui. Messieurs, le temps file. Une dernière petite question. Qu'est-ce qu'on garde de Michael Phelps? Qu'est-ce qui vous a impressionné et qu'est-ce qui vous impressionne autant du personnage Michael Phelps, qu'il faut le dire, je sais pas si révolutionner le monde de la natation, c'est un peu fort, c'est pousser un peu fort le café, mais il a vraiment laissé sa marque. Il faut dire qu'il y a eu un avant et un après Michael Phelps. Qu'est-ce qui a fait que ce gars-là, ce nageur-là, a été aussi exceptionnel et qu'il a été capable, non seulement dans la piscine, mais auprès du public, d'avoir marqué autant les gens avec, oui, ses performances, mais ce qu'il a fait hors de la piscine? Je vais laisser René commencer, puis je compléterai. Parce que, ben, tout d'abord, au niveau physique, c'est un phénomène. Moi, je l'ai rencontré en personne. Les gens qui m'ont jamais vu, moi, je fais 1,89 m. Ça va? Donc, presque 6 pieds 2 pouces. Oui. Lui, il fait 1,93 m, si je me souviens. Il fait à peu près C'est là, ça. 6 pieds 4 pouces. Bon, l'envergure des bras, on en a parlé. C'est une qualité recherchée chez les joueurs de basketball, entre autres, où on espère avoir une envergure des bras qui excède la taille, ce qui est quand même relativement rare. Mais en plus de ça, c'est un homme dont les jambes, compte tenu de la taille, sont particulièrement courtes. Il a un tronc immense. Lorsqu'on le voit en personne, c'est comme si, c'est pas comme si, cet être humain a été, comment dire, conçu pour nager.
Mhm. C'est le physique absolument parfait, idéal pour la natation, particulièrement pour les épreuves de papillon. Bon, moi, les nageurs et les nageuses de papillon, je les ai pas tous connus. J'ai plus d'une fois dit de Michael Phelps, à mon avis, c'est incontestable, le plus grand nageur de style papillon de l'histoire. Ce gars-là était absolument remarquable. Euh, En plus de ça, un des souvenirs que j'ai, je le vois, là, il est presque recroquevillé sur lui. Il est en qualification et il y a 3/4 d'heure, je pense, entre deux épreuves seulement. Et Jean-Marie en avait fait la remarque en 2008. Il n'a pas eu le temps d'aller, et j'utilise l'expression en guillemets, dénager. Donc, Mm. il était comme emmitouflé là, dans je ne sais plus combien de couches de robes de chambre pour se garder au chaud. C'est Mhm. comme si il y avait une musculature à l'épreuve de l'acide lactique. C'était à ce niveau-là aussi absolument un extraordinaire phénomène, Michael Phelps. Puis pour ajouter au propos de René, où effectivement un talent extraordinaire au niveau physique, mais aussi un nageur intelligent. Bon, c'est un corollaire de ce que René vient de dire, la façon dont il s'en mitouflait entre ses courses. Là. Mhm. Il faut vraiment avoir une bonne gestion de sa personne. Mais aussi, c'était un nageur innovateur. Et ça, c'est important de le dire. Oui, il y avait un bon coach, le Bob Bowman. Il a eu le même entraîneur pratiquement toute sa vie. Avec lequel il avait développé une complicité incroyable. Mais lui-même, comme athlète, a réussi à innover. Et un des points où il a innové, parce qu'on a pu l'apprécier dans certaines courses, c'est ces fameuses coulées sous l'eau après les virages. C'est lui qui a inventé ça. La première fois qu'il l'a fait, c'était en 2002 dans une course à Fort Lauderdale, donc c'était pas une course d'envergure. Et là, il Mhm. a essayé ça. C'est quelqu'un qui essayait des choses. Hein. Pour réussir dans la vie, il faut essayer des choses nouvelles si on veut s'améliorer. Et il a essayé ça et ça a été très fructueux. Et avec l'aide de son entraîneur, ils ont optimisé cette technique-là. Ils ont vraiment fait une découverte là, quelque part sur les nouvelles techniques de nage. Et on a pu l'apprécier dans ces différentes courses, en particulier dans le 200 mètres style libre, qui a remporté, on ne le mentionne pas, là, mais c'était une des 8 médailles d'or. Et on le voyait à chaque virage faire 12 mètres sous l'eau. Alors, comparé à des bons nageurs comme Ian Thorpe, qui ils font 5 mètres sous l'eau après le virage, lui, il faisait 12 mètres sous l'eau à une profondeur d'1,50 m. Alors, c'était pratiquement un sous-marin, comme un dauphin sous l'eau, avec un battement de dauphin incroyable en style libre et en papillon, mais en style libre aussi, il faisait un petit battement de dauphin qui optimisait sa coulée après le virage et ressortait de l'eau avec une avance accrue d'à peu près 1 mètre sur ses adversaires. Alors, à chaque virage, vous imaginez à quel point ça doit être décourageant pour les adversaires qui Mhm. le voient faire, qui essayaient de faire la même chose, mais qui n'étaient pas capables de le faire, parce que ça prend aussi... tout ce temps-là, on reste sous l'eau, on ne respire pas. Là. C'est sur le plan de l'oxygénation des muscles, c'est très coûteux. Mais il y avait ce talent-là qu'il savait exploiter au maximum. Et il en était question tantôt, mais il faut le mentionner aussi. Bon, Michael Phelps, il s'est pas arrêté là. Hein. Il a remporté des médailles à Londres et à Rio. D'ailleurs, vous y étiez à Rio pour couvrir ses dernières courses, pour décrire ses dernières courses. Moi, ce que je dirais aussi, ce qui a été impressionnant avec Michael Phelps, c'est ce qui le rend aussi grand, c'est sa vulnérabilité. Il en a été question un peu plus tôt, juste avant les Jeux de Rio, d'avoir parlé de ses problèmes de dépression. Bon, il y a Ouais. eu des petits problèmes aussi de consommation qui ont défrayé la manchette à quelques reprises, mais on dirait qu'il est demeuré intact dans tout ça. Et on dirait que ça l'a jamais fait plier. Il y a ça aussi qui ajoute à cette légende-là, à ce personnage-là qui est Ouais. exceptionnel et qui a effectivement inspiré beaucoup de jeunes et de jeunes nageuses et de jeunes nageurs aussi qui ont poussé des gens comme probablement Penny Oleksiak à aller faire des trucs comme elle a fait à Rio avec ses 4 médailles. Ouais. Vous avez parlé de Rio, où il a remporté 5 médailles d'or, mais il Mm-hmm. savait aussi perdre. Il a gagné toute sa vie,
Mais dans le 100 mètres papillon, qui est en quelque part l'épreuve fétiche, là, il a terminé deuxième au 100 mètres papillon à Rio, Ouais. devant le jeune Schooling là, de Singapour. Et il avait pas la mine basse, il était en quelque part content qu'un jeune prenne la relève. Et ça, j'ai trouvé ça tellement admirable. On le voyait lors de la marche des gagnants là, après la remise des médailles. Il discutait avec Schooling et puis avec beaucoup d'empathie. On voyait là, qu'il venait de passer le flambeau à un plus jeune qui l'avait admiré toute sa vie. Alors, j'ai trouvé ça remarquable que non seulement il savait gagner, mais il savait aussi perdre. Ouais. Messieurs, Ouais, il y avait merci un côté beaucoup. bon enfant. Oui, Il y avait un côté bon enfant, oui. Non, c'est ouais. vrai. Ben, probablement, c'est ce qui a fait que c'était si contagieux et que les gens voulaient tant qu'il les remporte ces 8 Ouais. médailles-là à Pékin. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir. D'un, merci de nous avoir fait revivre grâce à cet épisode de Souvenirs olympiques, d'avoir revécu avec vous ces émotions-là avec Michael Phelps. C'est vraiment toujours un plaisir de vous entendre. Vraiment, là, quand je parlais de frissons, là, c'était pas une blague. Là. J'ai regardé, pour y avoir travaillé sur cet épisode-là, j'ai dû regarder les courses 10 fois et à chaque fois, les frissons venaient. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et pour les gens à la maison, simplement vous mentionner que ce samedi, il y aura le 11e épisode de cette série Souvenirs olympiques. On ira du côté un peu plus froid. Si on passe de la piscine, on ira sur la glace. On parlera de hockey féminin. C'est cette fameuse conquête de la médaille d'or de l'équipe féminine de hockey canadien qui a remporté donc cette médaille d'or à Sochi en prolongation dans un match final contre les éternelles américaines. C'est une guerre de tous les instants entre ces deux équipes. Et donc, on vous présente ça samedi prochain. C'est samedi à 18h30 sur ICI Télé, en rediffusion le dimanche à 13h30. Donc, vous pouvez regarder d'ailleurs tous les épisodes de Souvenirs olympiques. C'est disponible sur tout.tv. Donc, gâtez-vous, faites-vous plaisir, revivez ces moments olympiques avec des gens comme René Potier et Jean-Marie de Coninck qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois. Et donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis profitez de ces épisodes qu'on vous offre. Allez, bye bye.